Ces images de Chantilly ont fait le tour du monde. C'est en quelque sorte la carte de visite universelle du pays de Valois. Un château qui pourrait rivaliser avec Versailles. Tous les souverains étrangers passent par Chantilly, le luxe de ce château est internationalement connu. Chantilly est aussi très réputé pour ses courses hippiques et ses grandes écuries. C'est un palace pour chevaux, en tous les cas un palais, une cathédrale, un lieu merveilleux. Le Valois rime avec roi, fief de nombreux souverains. C'est un pays chargé d'histoire, avec un patrimoine exceptionnel. Chaque kilomètre, chaque village a ses trésors, a ses merveilles. C'est aussi une terre de forêt où se pratiquent encore des activités ancestrales. Bah oui, il y a un chevreuil qui passe devant. Et il le sonne. Et il le sonne. Au cours de ce voyage, vous découvrirez aussi que le pays de Valois possède des trésors culinaires que le monde entier apprécie. Ça fond, ça remplit la bouche, les frissons partout, c'est vraiment du bonheur. Notre escapade vous montrera encore bien d'autres richesses de ce petit coin de Picardie, situé à moins d'1 heure de Paris. Notre voyage dans le Valois débute dans la vallée de la Nonette, au domaine de Chantilly. Le château, chef-d'œuvre de la Renaissance, fait partie du top 10 des monuments français qu'il faut avoir vus. Pour nous guider lors de cette première visite, rendez-vous est pris avec un général. À la retraite, certes, mais un général quand même. Bienvenue au domaine de Chantilly. Nous sommes à 40 km de Paris. Vous venez de traverser notre écrin de verdure, 10 km de forêt, et vous découvrez ici les grandes écuries, l'hippodrome et le château de Chantilly que je vais vous faire découvrir. La cité de Chantilly a toujours vécu au rythme de son château. 3 grands noms lui sont associés. Les Montmorency à la Renaissance, les Condé jusqu'au XIXe siècle, et Henri d'Orléans, duc d'Aumale, qui sera le dernier à y vivre. Les jardins et le château sont aujourd'hui la propriété de l'Institut de France. Le duc d'Aumale avait bien stipulé qu'à sa mort, sa maison devait devenir un musée. Vous allez bien par ce petit froid matinal et cantilien? Un peu frais. Cantilien, c'est l'adjectif qui désigne tout ce qui est relatif à Chantilly. C'est l'entrée d'un des plus grands musées de France, puisque Chantilly est le second musée de peinture ancienne en France après le Louvre. C'est aussi une grande bibliothèque, tous les trésors sont à l'intérieur. Allons les découvrir. 15 ans maintenant que Nicole veille jalousement sur ses trésors. Ce château, c'est un peu le sien. Alors on entre ici dans l'appartement historique des princes de Condé qui a été décoré sous la Régence au début du XVIIIe siècle. C'est un appartement à la française, aux magnifiques lambris blancs et or qui voulait rivaliser avec ceux du château de Versailles. C'est dans ces appartements que seront reçus au XVIIIe siècle Louis XIV, Louis XV. Tous les souverains étrangers passent par Chantilly, le luxe de ce château est internationalement connu. Malheureusement, tous les mobiliers d'origine ont disparu puisque le château a été détruit en partie pendant la Révolution et que tous les mobiliers en ont été confisqués. Donc les ouvrages que nous avons ici, les ouvrages d'art, les commodes, les ébénisteries, tous les mobiliers ont été réunis par notre donateur au XIXe siècle pour évoquer le faste des princes de Condé. Alors on est ici dans la Grande Singerie, qui est un salon décoré au début du XVIIIe siècle, en 1737. Et ce décor, donc typique, est composé de panneaux, de décorations, de portes ornées, qui évoquent donc des Chinois et des singes. Un décor commandé par le prince de Condé. Ce dernier collectionnait tout un tas d'objets précieux importés d'Asie, comme des porcelaines fines ou des tissus peints, et il avait décidé d'y consacrer une pièce entière. Donc c'est un décor assez rare en fait, parce que ces décors de Chinois et de singes, qui plaisaient beaucoup dans la première moitié du XVIIIe siècle, vont ensuite être détruits et remplacés par des décors néoclassiques. Donc rares sont les témoignages de ce goût pour le chinois, pour le singe, pour un certain exotisme. C'est vraiment le bijou des grands appartements des princes. Il faut venir à Chantilly pour le découvrir. Et ce n'est pas le seul trésor de Chantilly. La collection de peintures rassemblée par le duc d'Aumale est elle aussi rare et exceptionnelle, avec des chefs-d'œuvre de maîtres, Raphaël, Poussin, Ingres. Une collection vraiment très riche et avec cette particularité que la collection est présentée
Donc dans un cadre immuable, puisque notre donateur, Henri d'Orléans, duc d'Aumale, a souhaité que sa présentation soit conservée jusqu'à nos jours, avec les tableaux à touche-touche, bord contre bord, cadre contre cadre, sur fond sombre. Mais à l'époque, tous les musées étaient présentés de la sorte, donc on a un vrai témoignage sur l'histoire des musées au XIXe siècle. Alors le cabinet des Clouets, ça c'est une pièce incontournable à Chantilly, c'est peut-être la pièce la plus appréciée par nos visiteurs, avec cette collection de 92 portraits de la Renaissance française. C'est le portrait de tous nos rois de France. Et ces portraits sont un véritable trésor. On est le premier musée de France pour le portrait de la Renaissance française. On en a plus que le Louvre, bien sûr. Et contrairement aux œuvres exposées au Louvre, celles du musée de Condé ne sont visibles qu'ici. Le prêt de la collection est purement et simplement interdit, une exigence du duc d'Aumale. Bien, nous venons de faire le tour de la collection de tableaux et des grands appartements. Et maintenant, je vais vous faire découvrir un autre de nos trésors, le cabinet des livres. Bonjour Olivier, comment allez-vous ? Nous ne sommes pas ici dans une simple bibliothèque. Ce lieu, c'est bien plus que ça. C'est même un incontournable dans le milieu international du livre. 19 000 volumes, 1500 manuscrits enluminés, 700 incunables. Et cette collection incroyable est l'œuvre d'un homme, toujours le même. Le duc d'Aumale était l'homme le plus riche de son temps. C'était un homme éclairé, amoureux de culture et d'art et d'histoire. Et sa véritable passion, c'était la bibliophilie. Et donc, il a conçu pour cette collection, pour ses livres, un écrin absolument magnifique, sur mesure, pour l'ensemble de ses ouvrages. Dans cette collection, on trouve l'un des plus précieux livres au monde, un manuscrit datant du XVe siècle, les très riches heures du duc de Berry. Si j'étais un menteur, un fiefé menteur, je vous dirais que c'est le manuscrit des très riches heures du duc de Berry. Mais c'est en fait un fac-similé de ce manuscrit, qui est une pièce déjà très précieuse, c'est un objet assez déjà coûteux. C'est vraiment une copie tout à fait exacte et qui forme le trésor le plus important de Chantilly. Et la partie la plus connue, la plus célèbre en définitive de ce manuscrit, c'est en fait les toutes premières planches du début. Les raisons de ce succès sont dues à la finesse du trait, à l'éclat et à la permanence des couleurs. Et ces enluminures ont nécessité 70 ans de travail. Après la visite du château, direction maintenant le parc du domaine. Nous laissons le château sur notre gauche et au fur et à mesure que nous avançons, nous découvrons les parterres qu'a créé ici André Le Nôtre. Et vous allez découvrir là les jardins, dans le fond le grand canal qui fait 2800 mètres de long, qui est plus long que celui de Versailles, et ces merveilleux parterres, malheureusement présentés sous leur forme hivernale. Sur les 155 hectares du parc, 25 sont consacrés au plan d'eau, du jamais vu dans un jardin à la française. Cette eau, qui est l'eau de la Nonette canalisée, passe ensuite par l'écluse dans ce canal dit de la machine pour alimenter le système hydraulique que je vais vous montrer maintenant. Ce système hydraulique se trouve dans le pavillon de Manses. Ce musée est un témoin unique de l'histoire des grandes eaux en Europe. Il est aussi l'œuvre de passionnés comme Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour mon général. Vous voulez bien nous faire découvrir les merveilles hydrauliques? Avec grand plaisir. On y va? C'est parti pour un cours d'histoire hydraulique. En 1679, l'ingénieur Jacques de Manses conçoit cette imposante machine. Elle va permettre de créer techniquement des spectacles aquatiques qui vont devenir de véritables féeries réputées dans le monde entier. Le bâtiment est construit dans un seul but, d'élever les eaux et uniquement pour faire la fête. Voilà, donc là, ici, on a une magnifique représentation des grandes cascades. Et donc ces grandes cascades étaient le clou du spectacle, comme dans tous les jardins des grandes eaux. Et bien entendu, quand on parle de jardin des grandes eaux, il y a forcément un grand jet. Et Chantilly avait son grand jet, qui était
tout à côté du Tout à pavillon. côté d'ici. On sera au XVIIe siècle, j'ouvrirai le porche, on verrait ce grand 20 mètres jet. de haut, 20 mètres de haut, exactement. 20 mètres de haut. Extraordinaire. Une prouesse technique, certes, mais qui est loin d'être écologique. Il faut savoir qu'il y avait quand même 10 millions de litres d'eau, à peu près, ce sont des ordres de grandeur, je vous donne, deux réservoirs qui se vidaient à vue d'œil pour faire fonctionner ces jardins, juste pour le plaisir des yeux. Et je vous rappelle quand même que Chantilly, haute particularité, c'est que cette machine élevait des eaux d'un puits artésien. Donc on consommait de l'eau de source pour alimenter ces jardins. Stéphane et ses amis du musée ont relevé un défi incroyable. Reconstruire les machines à l'identique, aussi bien celles du XVIIe siècle, tout en bois, que celles que vous allez découvrir maintenant. Donc là, je pense que vous avez un vrai choc visuel quand même. Entre la salle Condé, on vient de quitter la salle du XVIIe siècle. Ici, on n'a que du fer. On est bien face à un beau témoignage de la révolution industrielle du XIXe siècle. Et le duc d'Aumale, étant un homme d'avant-garde, fait démonter la machine en bois et la fait remplacer par le magnifique balancier que vous voyez en mouvement. C'est celle-là la plus ancienne. Ouais. 1846, le balancier qui est ici pompe de l'eau dans le même puits artésien. Et donc cette puissance va fournir de l'eau au domaine et à la ville de Chantilly. Et donc à l'époque, on sortait de chez soi, avec son broc, son seau, on avait de l'eau, la première fontaine qu'on rencontrait dans la ville. En plus du système d'alimentation en eau, le duc d'Aumale a décidé de financer l'installation dans le pavillon d'une blanchisserie mécanisée, l'une des plus modernes de son temps. En priorité fabriquée pour fournir de l'eau à cette immense blanchisserie ultra moderne. La blanchisserie est construite pour les besoins du domaine. 1893, 1897, le duc d'Aumale décède. Elle est confiée à une famille de Vineuil-Saint-Firmin. Et cette famille, la famille Péguet, fera fonctionner cette blanchisserie jusqu'en 1971. Donc c'était une blanchisserie collective au profit de toute la ville. De toute la ville, et j'ai même envie de dire de la région. Et de la région. Parce que moi, je connais des gens des communes avoisinantes qui apportaient encore leur linge dans les années 60 jusqu'en 71 à Monsieur Péguet. Cette blanchisserie a donc tourné dans son état originel pendant 80 ans. Suivons le général. Il nous emmène cette fois dans un endroit à l'abri des regards, niché au cœur du parc. Un lieu bucolique, théâtre de réception privée au XVIIIe siècle. Nous arrivons au hameau. Et c'est la mode du temps de faire une réplique d'un petit village avec des maisons en pans de bois, avec des toits de chaume. Et on venait ici pour souper, dîner, canoter, écouter de la musique et faire des jeux. La légende raconte que la fameuse crème dite Chantilly a été inventée au cours de l'une de ces fêtes champêtres. Bonjour Monsieur Dudas, comment allez-vous? Bonjour mon général, ça va bien. Je vous présente Monsieur Dudas qui tient le goûter champêtre au hameau dans le parc de Chantilly et qui fait une crème Chantilly absolument exceptionnelle. Si exceptionnelle que des chefs du monde entier viennent régulièrement au hameau du parc s'enquérir auprès de Jean-Michel du secret de fabrication de cette fameuse crème. Donc je vais vous dévoiler un petit peu notre recette, donc avec 50 centilitres de crème crue, comme on le faisait à l'époque, pas de la crème pasteurisée ni la crème liquide. On y ajoute 20 grammes de sucre glace. Pourquoi du sucre glace? Pour ne pas retrouver les cristaux sous le palais. 20 grammes de sucre vanillé. Et après, il suffit de battre énergiquement. Alors, bien sûr, on va prendre les moyens modernes, c'est-à-dire le batteur électrique, parce qu'il faut savoir qu'une crème crue est très très longue à battre. Donc, dans un premier temps, on mélange le sucre glace et le sucre vanillé à la crème. Et après, il suffit de battre énergiquement cette crème. Vous voyez, c'est quand même assez simple. La seule chose, c'est qu'il faut savoir s'arrêter avant que ça fasse du beurre. Comment on voit qu'il faut s'arrêter pour que ce ne soit pas du beurre? Alors, vous voyez, ça commence déjà à faire des vagues. Et là, on ne va pas être très loin de la réalisation de la crème. Et là, il suffit de mettre la cuillère, elle tient, la crème est terminée. Il ne reste plus qu'à la savourer avec du pain d'épices au miel du jardin. Bonne dégustation. Elle a vraiment une caractéristique chez vous qu'on n'a pas ailleurs. Dites-moi pourquoi. Pourquoi? Parce qu'on utilise une crème crue, une crème fermière crue. De la crème crue, du sucre vanillé, du sucre glace, un bon coup de fouet et vous obtiendrez la meilleure crème chantilly du monde.
c'est une certitude. Il y a beaucoup de gens qui me le disent. Le domaine englobe aussi les 6400 hectares qui composent la forêt de Chantilly. Une forêt dans laquelle on peut croiser des amateurs de chasse à courre. Bien que décrié, ce mode de chasse séculaire compte de plus en plus d'adeptes, comme le général Millet. Et quand il y participe, c'est en grande tenue, s'il vous plaît. Traditionnellement, les officiers, quand ils viennent à la chasse, se mettent en tenue et j'entretiens moi aussi cette tradition-là. La vénerie en forêt de Chantilly, c'est une longue histoire qui remonte au XIVe siècle. Tous les rois sont venus chasser en forêt de Chantilly. Et je dirais même que la forêt a été percée, entretenue pour la chasse à courre. André le Nôtre est venu en Chantilly à la demande du Grand Condé, en même temps qu'il commençait Versailles. Et il a d'abord travaillé sur la forêt de Chantilly, en y créant de grands carrefours, de grandes allées, pour faciliter la chasse à courre. Mais pour pratiquer la chasse à courre, mieux vaut bien maîtriser le vocabulaire. Je vous présente Béatrice Véraud, notre maître d'équipage, qui allie le charme féminin et l'autorité qui sied à un maître d'équipage, absolument indispensable. Le maître d'équipage, c'est le capitaine de l'équipe. Une équipe composée de joueurs qu'on appelle les veneurs, de chevaux et de chiens. Ici, on est tous en redingote verte avec des parts marron. Chaque équipage a ses couleurs, comme une équipe de foot a ses couleurs. Donc pour nous, pour le chevreuil, c'est vert et marron. Alors mon mari qui a créé cet équipage avait l'habitude de dire que c'était la forêt et la bouteille de cognac. Donc voilà, vous avez les raisons. Du cognac à consommer avec modération, car c'est maintenant l'heure du rapport, juste avant de lancer la chasse. Et mieux vaut être concentré. Et là, par terre, je prends connaissance du pied d'un ou plusieurs animaux. Mais moi, je vois 2 animaux. Merci Eric. Relevante. Ce qu'Eric vient de raconter de façon solennelle devant l'équipage, c'est le résultat de sa quête du matin. Quelques heures auparavant, il foulait déjà à pied, en compagnie de son chien, une partie de la forêt de Chantilly à la recherche du gibier. C'est ce qu'on appelle faire le bois. Faire le bois, c'est partir le matin de bonne heure avec un chien qu'on appelle un limier. Et les hommes qui accompagnent les chiens, nous sommes les valets de limier, ce qui prouve bien qu'on est à leur service. Et donc, le but, c'est d'essayer de trouver des chevreuils pour la chasse de l'après-midi. Pour cette mission délicate, Eric est accompagné de Cambouis. Trop vieux pour chasser en meute, ce chien est par contre très fin de nez, comme on dit. Ce sont des chiens qui sont créancés sur un animal. Alors ça, ce sont, de par leurs origines, ce sont des chiens dont les parents ont chassé le chevreuil, les grands-parents. Donc ce sont des chiens qui sont, si vous voulez, qui sont aptes et appropriés pour ne chasser que le chevreuil. Donc là, chevreuil. Pied de chevreuil ici. On suit quand même ici, là, encore, ici, voilà, tout ça. Regardez le chien. Ça y est. Regardez le fouet. Ah, le fouet, c'est la queue. Regardez. Là, mon chien. Oui, mon chien. Oui, mon cambouis. Oui, mon cambouis. J'aperçois 2 chevreuils qui s'en vont. Donc le chien ne nous avait pas menti. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est bien mon bonhomme. C'est bien mon pépère. C'est bien mon bonhomme. Là, il ne faudrait pas que je le lâche. Parce qu'on ne le revoit pas. Mission accomplie pour Eric et Cambouis. Ils ont pris connaissance de chevreuil, comme on dit en vénerie.
Retour à la chasse. Et c'est en fanfare qu'elle démarre. À cheval, à vélo, en voiture, le cortège se met en route. Direction le lieu où Éric et son limier ont repéré les deux proies. C'est l'attaque. Les chiens s'élancent. Tout se passe sous l'œil avisé des suiveurs, ces curieux qui observent le spectacle. 1, 2, 2 chevreuils. Vous avez vu? Le gibier est repéré. Un seul objectif pour les 30 chiens, le traquer jusqu'à sa prise. La lutte commence, instinct contre instinct, chasseur contre chassé. Ça, c'est le vosselet de l'animal, c'est les empreintes qu'il laisse au sol. Et donc, compte tenu de la grandeur du pied, c'est quand même un bel animal. Et malin avec ça. Contrairement aux autres gibiers, le chevreuil sait masquer ses émotions. Un atout indispensable pour échapper à ses prédateurs. C'est une chasse difficile parce que plus l'animal est chassé, plus il retient son odeur, ses sentiments. Donc, pour les chiens, c'est difficile de retrouver la voix de l'animal. Et plus on avance dans la journée, plus c'est compliqué. Les chasseurs ici, ce sont les chiens. Les veneurs sont là seulement pour les encadrer. Et évidemment, pas de téléphone portable pour communiquer. La chasse à courre se fait à corps et à cri. Au cours de la journée, il y a différentes fanfares qui sont sonnées. C'est-à-dire que quand vous voyez l'animal, on sonne la vue. Quand vous trouvez le vosselet de l'animal, on sonne le vosselet. Il le sonne, là? Je sais pas, Bruno, il a un truc. Bah oui, il y a un chevreuil qui passe devant. Et il le sonne. Et il le sonne. Un univers codifié, quasi militaire. Et pourtant, c'est la cacophonie. Dans le chevreuil, là où il y a la voiture, tu prends à gauche, il y a une pancarte 1999-22. C'est la même chose que vous? Oui, on est ensemble. Non. Nous étions ensemble et puis Gérald était un peu plus loin. Donc, oui, mais la vue de Gérald, c'est la même vue que tous les trois? À force de tergiverser, le chevreuil s'est volatilisé. Nous sommes ce que nous appelons en défaut et donc nous le recherchons pour le relancer. J'espère qu'on va y arriver, mais c'est pas sûr. Si c'était trop facile, ce serait pas amusant. Le général ne croit pas si bien dire. Au bout d'une demi-heure, pas de relance, la fin de la chasse est sonnée. But, c'est bon. Démocrate, c'est bon. Descartes. Descartes. Dollar, c'est bon. À l'appel, tout le monde est là. Retour au bercail, pas de chevreuil au menu ce soir. Alors, bilan de la chasse, bredouille, c'est souvent le cas. On ne peut pas courir tous les chevreuils en même temps. Mais on maintient quand même 2 heures. On ne peut pas dire qu'on fasse quelque chose de moche. C'est correct, ça se tient, c'est cohérent. Mais c'est pas assez vite, la fin n'est pas assez vite. L'équipe n'est pas assez tournante. Mais la prochaine fois sera un autre jour. Alors que la meute goûte à un repos bien mérité, les veneurs, eux, clôturent la partie de chasse comme il se doit. N'est-ce pas, général? Le grand déjeuner banquet. C'est du lapin, là. Ouais. C'est du lapin. Ouais. Et après une journée de grand air, on a un petit peu faim. Hein. Laissons donc le général casser la croûte, car nous avons maintenant rendez-vous à Villers-Cotterêts, à 1 heure de là. Derrière ces grilles se trouve la demeure d'un personnage incroyable, passionné et passionnant. À seulement 29 ans, Simon Leboeuf fait figure de spécialiste du Valois. Bonjour, bienvenue au pavillon Henri II. Ce pavillon Henri II, classé monument historique, Simon en a fait l'acquisition il y a 6 ans. Ouvert au public sur rendez-vous, le jeune homme y organise également des concerts, des conférences, bref, toutes sortes d'événements culturels. Mais avant tout, ce pavillon, il y vit. Même si c'est une maison qui appartient à l'histoire, on arrive à s'approprier les lieux, à y vivre très agréablement. Effectivement, avant lui, des personnages illustres ont vécu ici. Le duc d'Orléans, un comte suédois, le roi Louis-Philippe. C'est d'ailleurs ce dernier, féru d'histoire, qui baptisa le pavillon en l'honneur du souverain Henri II. On a ici 5 siècles d'architecture d'intérieur. Ces coquilles d'angle,
avec les petits anges démons qui sont en dessous. Je dis anges démons parce que ce n'est ni l'un ni l'autre, ce sont des égrégores. Des termes comme celui-là, Simon en connaît beaucoup d'autres. Tendez l'oreille. Tous ces détails architecturaux qu'on retrouve depuis l'entablement du Parthénon, les incrustations de marbre en pointe de diamant dans les métopes, les triglyphes, la frise de raies d'œufs et de cœur. Vous l'avez compris, nous avons affaire à un érudit. Et puis bien sûr cette cheminée monumentale avec ses 6 mètres de hauteur qui se termine avec ce plafond à caisson à la française merveilleuse aux armes d'Henri II et de Catherine de Médicis. Historien, chercheur et écrivain, Simon est incollable sur l'histoire de la royauté. Il connaît également par cœur tous les recoins du pays de Valois. Et bien maintenant, je vous emmène voir quelques merveilles dans la vallée de l'Automne. Suivez-moi. L'Automne prend sa source ici, à Villers-Cotterêts, pour vagabonder ensuite sur 30 km. Et le long de ces berges, c'est une concentration impressionnante de monuments classés, châteaux, églises, abbayes, il y en a pour tous les goûts. Ici, nous sommes à Béthisy, et rien que là, un seul village, nous avons le prieuré Saint-Adrien, le château de la Douy, où se sont mariés Louis VII et Aliénor d'Aquitaine. Donc nous sommes ici à Vez, au donjon de Vez, capitale, première capitale du duché de Valois, un lieu extraordinaire, très important pour le pays de Valois parce que c'en est déjà le cœur géographique. On est ici vraiment au centre. Et d'ailleurs, le mot Vez, nous sommes au donjon de Vez, a donné par déformations successives le nom Valois. Notre-Dame de Morienval. Avec ses 3 clochers datant du XIIe siècle, l'abbatiale a sa petite notoriété. Mais ce n'est pas sa seule particularité. Bonjour. Il paraît que son déambulatoire, la galerie qui entoure le chœur, est lui aussi singulier. Ce déambulatoire est exceptionnel puisque c'est un faux déambulatoire qui a été conçu pour renforcer les 2 tours clochers romanes et il est particulier puisqu'il est très étroit. Et alors, quand on lève les yeux, c'est toujours très émouvant parce qu'on voit ces croisées d'ogives et on parle souvent des prémices de l'art gothique. Et c'est donc à Notre-Dame de Morienval que sont apparues pour la première fois ces fameuses croisées d'ogives, la caractéristique essentielle de l'architecture gothique. Laissons maintenant le patrimoine architectural pour mettre les mains dans la terre de ce pays de Valois. Nous avons rendez-vous avec Xavier, arboriculteur de métier. Xavier est même le seul arboriculteur bio du département de l'Aisne. Le travail de l'hiver, pour un arboriculteur, c'est la taille. La taille nous occupe environ 4 mois. Xavier passe sa vie à l'extérieur et il pourrait nous parler de son verger pendant des heures. 21 ans qu'il l'entretient, même s'il ne s'est mis au bio qu'il y a 5 ans. Aujourd'hui, bien plus qu'un mode de production, c'est devenu pour lui une philosophie de vie. Donc le bio, c'est d'abord le cœur, la tête et après le porte-monnaie. Le cœur, parce qu'on ne fait du bio que si on est passionné. Parce que c'est beaucoup plus de travail, le gain financier est beaucoup plus faible. Et je sais qu'en proposant à ma clientèle des pommes bio, sans aucun produit de traitement, eh ben, mes clients pourront proposer à leurs enfants d'avoir quelque chose qui sera bon pour leur santé. Fidèle à son credo, Xavier n'utilise aucun engrais chimique ni pesticide. Pour préserver ses arbres des parasites, il a une méthode plutôt étonnante. Voilà, je vais vous montrer quelque chose qui fait toujours rire tout le monde. Ceci, c'est de la confusion sexuelle. Voilà, ça n'a rien à voir pour nous, pour les hommes. À l'intérieur de ces petites attaches, il y a une phéromone de papillons femelles. Et les papillons mâles sont tellement perturbés qu'ils n'arrivent pas à trouver les papillons femelles. Donc il n'y a pas de fécondation. Et donc pas de larves qui viennent pourrir le fruit. Mais la confusion sexuelle est parfois impuissante. Xavier a un rendement 6 fois moins important qu'en culture conventionnelle.
Alors aucun gaspillage, pas de culte du zéro défaut, tout est bon. Nous avons des fruits déformés, piqués par les insectes, mais tout se vend, tout se consomme. Ce n'est pas uniquement des pommes esthétiques, c'est des pommes gustatives. Et pour vendre sa production, Xavier a logiquement choisi un circuit court de distribution. Les marchés, mais aussi les AMAP, des associations qui maintiennent le lien entre clients et agriculteurs. C'est rentrer en contact directement avec les consommateurs, et les consommateurs veulent voir les producteurs. Ils veulent des fruits de qualité. La MAP, c'est surtout le contact, la confiance. Entre petits producteurs, on se connaît et on se soutient. Xavier nous emmène donc maintenant à la rencontre d'une amie confiturière. Alors voilà, nous arrivons à Crouy, voir les confitures de Marie. Marie est quelqu'un qui a commencé les marchés en tant que moi, et c'est quelqu'un qui est autodidacte et qui a vraiment réussi. Et ses confitures sont extraordinaires. Vous allez voir, c'est un bonheur. Bonjour Xavier. Ça va? Pousser les portes des jardins de Marie, c'est pénétrer dans un univers aux mille et une saveurs. D'ailleurs, l'histoire de Marie ressemble à un conte de fées. En fait, c'est une amie retraitée qui avait mal au dos, qui m'a demandé de venir cueillir des fraises avec elle pour l'aider à faire ses confitures. Et donc, je suis restée avec elle l'après-midi. Elle me dit, tu veux apprendre à faire la confiture? Je dis, oui, bien sûr. J'ai fait une confiture avec elle. Après, j'en ai fait toute seule chez moi. Une deuxième, une troisième. J'ai commencé à faire des mélanges. Puis, je me suis dit, tiens, je vais ouvrir ma confiturerie. Donc, j'étais assistante de direction. Je suis allée voir mon patron pour lui dire que je démissionnais pour justement me mettre à faire des confitures. Et cela, ça fera 10 ans au mois d'avril. Pari gagné. Ces confitures se retrouvent aujourd'hui sur les étals des épiceries fines, dans les cuisines des grands chefs et même à la table de l'Élysée. Un succès qui fait aujourd'hui la fierté de Marie. Xavier, regarde un peu ce joli trophée. Alors donc, c'est en fait le monde. Et comme tu peux le voir ici, c'est une cuillère à confiture. Marie a participé et gagné les Confituriades, le plus grand concours mondial de confiture. Elle est donc officiellement championne du monde. C'est surtout la reconnaissance d'un travail acharné et de recherche. Parce que la confiture, c'est pas forcément que faire mettre des fruits dans une bassine avec du sucre. Il y a tout le côté technique, il y a tout le côté chimie, de faire ressentir toutes les saveurs les unes derrière les autres. Ça fond, ça remplit la bouche, les frissons partout, c'est vraiment du bonheur. Ah, vraiment, c'est un ton d'image extraordinaire. Ces délices, c'est ici, dans cette cuisine, que Marie les imagine en toute simplicité. Et elle a accepté de nous livrer ses secrets. Ça, tu peux le récupérer. Alors les pépins surtout. Tout au long de l'année, on mange une pomme, on récupère ses pépins. Ça aide à faire la confiture. Alors c'est ça, la clé du succès? Ah bah oui, moi je ne fais des confitures qu'avec de la pectine de pomme. Un gélifiant naturel indispensable pour épaissir la confiture. En fait, la formule n'est pas magique, mais chimique. Le citron, c'est acide, et l'acidité, ça fait réagir la pectine. À 105 degrés, ce qu'on appelle le point de gélification, c'est ce qui fait que la confiture est un peu gelée. C'est le citron qui va faire réagir la pectine. Deuxième étape, faire cuire les pommes et le jus de citron pendant 10 minutes. Xavier, on va prendre une bassine de cuivre, une belle bassine à confiture. On va mettre notre sucre. 1,8 kg pour 2 kg de pommes. On va mettre 2 bâtons de cannelle et puis on va la mettre sur le feu. De voir les fruits dans la bassine, je trouve ça beau. Et surtout en mi-cuisson, ça devient tout doré. C'est magnifique. Puis alors les odeurs. Ouais. Moi j'ai un ami, sa femme elle lui dit toujours quand il rentre, toi t'as été voir Marie. Alors, elle dit ah bon pourquoi? Tes vêtements. Chez Marie, on est vite happé par toutes ces fragrances sucrées. Mais il ne faut pas oublier de surveiller la cuisson. 15 minutes plus tard. Donc là après c'est le test à l'ancienne, c'est-à-dire que on tire la cuillère et quand la dernière goutte ne tombera plus... Alors là, cette goutte, ça veut dire que la confiture, elle a atteint le point de gélification. Pour la dernière étape,
la chimiste se fait physicienne. On remplit les pots à ras-bord, bien à ras-bord. On met un couvercle et on retourne les pots. Alors pourquoi on retourne les pots? Simplement dans un souci de conservation. Comme la confiture est bouillante et qu'elle est fermée bouillante, le fait de les retourner, ça va les pasteuriser, ça va faire le vide d'air, on aura une conservation assez longue. 4 ans précisément. De la pectine naturelle, une cuisson maîtrisée, une bonne dose de savoir-faire, et le tour est joué. Et c'est dans la réserve, toujours en toute simplicité, À toi l'honneur. que la dégustation a lieu. On aura moins les saveurs parce qu'elle est encore un peu chaude. Du bonheur dans la bouche. Bon appétit. Notre découverte du pays de Valois nous ramène de nouveau sur le domaine de Chantilly, preuve s'il en est que l'endroit est incontournable. Bienvenue aux Grandes Écuries. Le lieu est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre architecturaux du XVIIIe siècle. Construite à la demande de Louis-Henri de Bourbon, petit-fils de Louis XIV, la légende raconte que, pensant se réincarner en cheval, il aurait exigé des écuries dignes de son rang. C'est donc ici, dans ce décor exceptionnel, que Sophie travaille. C'est vraiment un palais pour les chevaux et une chance pour ceux qui peuvent y travailler. Et les personnes sensibles à la beauté, parce qu'on peut aussi très bien monter son cheval dans un espace tout en tôle, mais je trouve que ce lieu est tellement extraordinaire qu'il nécessite aussi qu'on fasse bien attention à tout cela et qu'on y soit sensible. Sophie est l'écuyère en chef de Chantilly. Avec son équipe, elle crée tous les ans un spectacle équestre qui enchante des milliers de visiteurs. À l'image d'un chef d'orchestre qui tient la baguette, c'est elle qui tient la cravache. Tourne autour de ses antérieurs comme ça. Et ensuite, pour pas qu'il y ait un fer qui parte. Oui, sympa. Alors mon rôle au sein de cette équipe, c'est vraiment de voir ce qui est beau, harmonieux, comment la cavalière s'entend avec son cheval. Si elle ne s'entend pas, je vais changer son cheval pour que vraiment le couple se forme. On parle vraiment de couple à ce moment-là. Et mon but, c'est vraiment de trouver cette harmonie et de les mettre en scène dans les numéros. Le but, c'est vraiment ça. Et peut-être en reculant chacune ensemble, ça peut être joli. L'entraînement et le dressage des chevaux ont lieu chaque jour. Car pour monter le spectacle, il faut au minimum 1 an de travail. Ces chevaux sont des artistes doublés de sportifs de haut niveau. C'est vraiment comme nous, des danseurs, des athlètes. Il faut échauffer notre corps, il faut qu'il soit musclé, il faut aller faire de l'endurance avec eux en forêt. C'est vraiment, c'est que dans ces bonnes conditions-là qu'on peut bien sûr faire progresser un cheval. Et réussir par exemple ce cabrage exceptionnel ou d'autres figures plus ludiques. Donc là, c'est une fantaisie équestre que Martha a prise à son cheval et qui consiste à tout simplement, enfin tout simplement n'est pas si tout simplement que ça, s'asseoir dans un fauteuil. Pour intégrer les grandes écuries, les cavaliers sont triés sur le volet. Ce ne sont pas les seuls, les chevaux font aussi l'objet d'une sélection rigoureuse. Alors, ce sont des chevaux, pour la plupart, de race ibérique, c'est-à-dire ce sont les chevaux qui ont un modèle qu'on utilisait au XVIIIe siècle. Et on les appelle d'ailleurs des chevaux baroques. Ce sont des chevaux qui ont été élevés pour la tauromachie. Le cheval se meut dans un petit espace qu'est l'arène, donc il faut vraiment qu'il soit capable de tournicoter dans tous les sens. Et ce sont exactement ces deux qualités, le courage et la souplesse, dont nous avons besoin pour évoluer sous le dôme, puisque c'est un petit espace de 13 mètres de diamètre. Et avant d'être un lieu de spectacle comme aujourd'hui, le dôme était autrefois un lieu de réception où se retrouvait toute la noblesse d'Europe. Ça peut être très très... Chantilly est la capitale française du cheval, et on comprend mieux pourquoi. Il semble ici régner en maître. Sophie nous emmène maintenant découvrir des chevaux de course. Mais avant l'entraînement, l'ambiance est plutôt calme.
Chantilly est devenue la capitale du cheval de course depuis le 19e siècle. Mais c'est un peu grâce aux grandes écuries, parce que c'est à l'issue d'une chasse à courre que 2 gentlemen qui devaient rejoindre des grandes écuries se sont mis à parier qu'entre la forêt et les grandes écuries où il y avait de la pelouse, ils allaient faire une course. Et ils se sont rendus compte que cette pelouse des grandes écuries était extrêmement agréable pour les chevaux et que justement, il y avait parfaitement la place d'installer un hippodrome. Un hippodrome qui voit donc le jour un an plus tard, en 1834. Il attire immédiatement des entraîneurs du monde entier. Aujourd'hui, avec près de 3000 chevaux, Chantilly est considéré comme le plus grand centre d'entraînement d'Europe. Bonjour Nicolas. Comment tu vas? Bon, merci. Et dans ce milieu, Nicolas Clément a sa petite réputation. Lorsqu'il a débuté dans le métier, il avait à peine 25 ans. C'était d'ailleurs le plus jeune entraîneur de France. Aujourd'hui, il est à la tête d'une écurie de 60 chevaux, des pur sang évidemment. Et la définition du pur sang, c'est un produit qui a un père qui est catalogué pur sang et une mère qui est cataloguée pur sang. Et c'est protégé dans un grand livre qui garde toutes les origines depuis une centaine d'années, qui s'appelle le Stud Book. Et c'est des chevaux qui ont beaucoup d'énergie, qui sont faits pour aller très vite. C'est des chevaux de vitesse, donc quand vous les entraînez, c'est comme tous les athlètes, il y a des petits bobos, mais c'est des chevaux qui sont très réactifs. En plus, les pur sang utilisés pour les courses sont de jeunes chevaux. Ce sont donc des animaux encore plus vifs et plus impulsifs. Ils rentrent dans l'écurie de Nicolas à 18 mois seulement, soigneusement sélectionnés. Dans les chevaux que j'ai grosso modo la moitié confiée par des éleveurs et l'autre moitié qui ont été sélectionnés aux ventes par moi en général, quelquefois par un courtier. Vous êtes un galop de chasse, toi et Alexandre. Vous êtes deux, on va mettre Alexandre. T'enclenches à 10 longueurs des pouliches. Tu fais leader à celui de Manuel, il est un peu compliqué. Tu pars du même endroit. Action, ok Alexandre? Nicolas a son propre langage pour donner le tempo de la séance d'entraînement et coacher ses cavaliers. Son travail, transformer ses poulains en bêtes de course, capables de galoper jusqu'à 70 km/h. C'est des chevaux qui sont des vrais Ferrari et qui tirent. Je peux vous dire que si vous avez la moindre petite peur, ça marche pas du tout et le cheval le ressent. Et avoir beaucoup d'équilibre. Et c'était vraiment pas mon cas sur les chevaux de course. Pour façonner ses bolides, Nicolas a un maître mot, observation. À chaque passage des chevaux, il s'assure que la mécanique est bien huilée. On voit le cheval tous les jours, donc c'est bref, mais on sent si le cheval il est bien parce qu'il arrache les bras du cavalier ou il a envie de galoper. Et pareil, un cheval qui est fatigué, il vous le dit au galop. Et en fonction de ça, vous dosez l'exercice du cheval et vous envisagez de courir ou non dans les jours ou les semaines à venir. Maintenir le cheval à un pic de forme pour le grand jour, voilà le métier de Nicolas. Et comme dans une écurie de voitures de course, toute son équipe s'active autour du champion pour le mettre dans des conditions optimales. Retournons dans la vallée de l'Automne, où il est un autre joyau à ne pas manquer. Impossible d'ailleurs de passer à côté. Imposante forteresse pour certains, château de conte de fées pour d'autres. Je tenais maintenant à vous emmener au château de Pierrefonds, qui est un lieu emblématique du duché de Valois, puisque dans l'histoire, Pierrefonds a fait partie des 6 châtellenies du Valois. Donc vous allez découvrir un château fort extraordinaire, parmi les plus importants de France. Allons-y. Bonjour, bienvenue au château de Pierrefonds. Place forte au Moyen-Âge, le château a été démantelé au XVIIe siècle, puis recréé par Viollet-le-Duc au XIXe. Le célèbre architecte qui a notamment restauré Notre-Dame de Paris. Et en regardant au loin le château, on a vraiment cette impression de masse,
d'un château fort. Et à l'intérieur, quand on regarde bien, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus composite aussi. Et ça, c'est dans l'idée de Viollet-le-Duc. Alors, il a voulu vous montrer un château du Moyen-Âge à l'extérieur, et puis à l'intérieur, on a des éléments qui appartiennent à toutes les époques. Façade Renaissance, chapelle du Moyen-Âge, chimère, le château de Pierrefonds nous fait traverser les âges. Et certains de ces détails, lorsqu'on nous les dévoile, sont même très drôles. Petit clin d'œil de Viollet-le-Duc, c'est que c'était un humoriste avant d'être architecte, et donc il a laissé des petites pointes d'humour un peu partout. Alors, il avait eu une dispute avec son ami Prosper Mérimée, et donc pour justement justifier sa dispute, qui était à propos de leur chat, bien Viollet-le-Duc avait placé son chat, vous voyez les toits en pointe là-haut, il avait placé son chat sur tous ces toits en pointe, il y en a 36, pour montrer que c'était son chat qui était le plus beau par rapport à celui de Prosper Mérimée. Pierrefonds manque parfois de reconnaissance auprès du grand public, mais il a la cote auprès des réalisateurs. Depuis 1929, le château est régulièrement assiégé par des équipes de tournage. Monsieur Leboeuf, que pensez-vous de la salle des gardes? Il a servi de décor à de nombreux films. Les Visiteurs 2 par exemple, L'Homme au masque de fer, ou encore Jeanne d'Arc de Luc Besson. Si à l'époque de Viollet-le-Duc, Napoléon III, c'était la salle de bal où on pouvait danser en petit escarpin, à l'époque des tournages, c'est plutôt des chariots de cinéma qui traversent, des micros en hauteur, des centaines de mètres de calme, des figurants qui courent à droite à gauche pour pouvoir se placer correctement. C'est vivant. À 15 km de Pierrefonds, Crépy-en-Valois. Ce petit village pourrait lui aussi servir de décor pour le cinéma. En tout cas, ces ruelles pittoresques au pavé blanc inspirent Simon. Il y a toute une atmosphère vraiment d'antan, des siècles passés, qu'on arrive vraiment à humer quand on se promène dans le vieux Crépy. Un vieux Crépy, témoin de la grandeur d'un riche passé. Roi de France, comte, duc, les ombres des puissants de jadis accompagnent les pas de notre promeneur. Crépy-en-Valois est extrêmement importante dans l'histoire du pays de Valois, puisque à partir de 1560, Crépy devient le siège administratif du bailliage. Donc c'est véritablement la capitale du duché, après la première capitale historique primitive qu'était V. On ne saurait parler du pays de Valois sans évoquer l'archerie. La plus vieille compagnie d'arcs du pays de Valois et de Crépy remonte à 1576. La tradition est toujours forte, la compagnie d'arcs est dynamique et donc cette tradition ancestrale, séculaire, a toujours su perdurer ici dans le pays de Valois à Crépy. C'est ici que les archers du roi étaient recrutés et formés. Aujourd'hui, avec plus de 160 compagnies, la Picardie est restée la région du noble jeu. Bien sûr, la pratique n'est plus militaire, mais sportive. Bonjour Simon, comment ça va? Très bien, enchanté. au revoir. Ben, moi de même. Hein. Jusqu'ici, Simon n'a encore jamais osé jouer les archers. Donc là, nous allons travailler ce qu'on appelle la posture. Oui. La posture de l'archer. Donc, on va mettre une flèche. On positionne la flèche comme ceci. Et on oriente l'arc, le bras bien tendu, le bras d'arc bien tendu. Voilà, donc là, le bras bien tendu, c'est pas grave. Et on tire. Et on tire. Allez. Ouais. J'y vais, là, je peux lâcher. Allez-y, vous pouvez lâcher, ça tremble. Ça tremble, c'est normal. Alors après plusieurs essais, Simon est-il le nouveau Robin des Bois? S'il veut prendre une licence à Crépy-en-Valois, il n'y a pas de problème. Pour la dernière étape de notre voyage, direction Ermenonville. Simon ne nous emmène pas en forêt, mais dans un jardin français. Bonjour monsieur, bienvenue au jardin français. Merci, Simon. Enchanté. Marie-Christine est ce que l'on pourrait appeler une plante rare. À la fois agricultrice et artiste, elle cultive son jardin avec ferveur. Oui, c'est vraiment une passion, c'est une raison de vivre. C'est un peu mes bébés. Je connais chaque histoire, qui l'a planté,
à quel moment on l'a planté, d'où il vient. Ancienne décoratrice d'intérieur, Marie-Christine a décidé il y a 25 ans d'exercer son talent à l'extérieur. C'est un jardin qu'il faut voir aux 4 saisons, puisqu'il change tout le temps. Mais là déjà effectivement c'est très agréable d'être chez vous parce que tous les jardins que je connais, même des très belles propriétés, sont un peu tristes. Et là effectivement il y a encore beaucoup de végétaux, des nuances de couleurs, c'est très agréable. C'est un peu ce qu'on apprend effectivement en visitant les jardins anglais qui ont été ma source d'inspiration. Et comme dit une de mes amies, je peins mon tableau l'hiver et je marche dedans l'été. Et c'est vrai que dès le printemps, le jardin de Marie ressemble à s'y méprendre à un tableau digne des plus grands peintres. Écoutez, on va aller porter ça au compost. Mais l'hiver, un nettoyage complet et de rigueur. Ambiance romantique, végétaux foisonnants. À y regarder de plus près, le jardin à la française de Marie-Christine est plutôt anglais. D'ailleurs, vous pourrez aussi y prendre un thé accompagné de douceurs faites maison. Délicieux, délicieux. J'ai toujours vu dans ma formation en Angleterre les pépinières avec des salons de thé. Donc je me suis dit pourquoi pas moi. Marie-Christine a aussi des chambres d'hôtes avec bien sûr une vue imprenable sur son jardin. De quoi séduire un écrivain comme Simon. Quand je termine un ouvrage, j'aime bien m'isoler un petit peu dans les derniers jours. Et il est bien possible que je vienne terminer ici les derniers jours de la rédaction, le bouclage du prochain livre. Bah écoutez, vous êtes invité. Vous êtes mon invité. Merci. Sophie, Simon, le général, Xavier, tous ont pleinement conscience de la richesse inestimable de leur région. C'est pour ça qu'ils aiment autant la faire découvrir. Because I just live in my head, up to the day I found a friend.